Bonsoir et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine bimensuel dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Boisson, un secteur qui rapporte, c'est une question et c'est le titre de cette émission. Et pour en débattre avec moi, je suis en compagnie de plusieurs invités, dont Monsieur Amadou Kaboré. Monsieur Kaboré, bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur commercial et marketing de la société de brasserie du Mali, Bramali. Juste en face de Monsieur Kaboré, il y a Madame Gabdo Guindo. Elle est transformatrice, promotrice de la société de jus naturel Nimaba. Madame Gabdo Guindo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Nous sommes bien sûr en compagnie du professeur en économie, professeur Abdul Karim Diamoutene. Bonsoir et bienvenue également. Alors, Monsieur Kaboré, je vais commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la société à laquelle vous appartenez? Je pense bien sûr à Bramali. Merci. Bramali n'est plus à présenter, je pense, dans l'univers malien. Donc, c'est le leader des boissons gazeuses au Mali depuis 1985. Donc, qui produit et commercialise des boissons de qualité. Il y a des exigences et qualité en termes de standards élevés et qui a beaucoup d'expérience. Donc, c'est vraiment un des référents, sinon le référent en matière de boissons au Mali. Alors, vous n'êtes plus à présenter, vous avez plus d'une trentaine d'années, vous l'avez dit. Madame Guindo, ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas en tout cas cette expérience d'une trentaine d'années, sans vouloir vous offenser, mais vous faites votre bout de chemin, notamment dans la transformation des jus naturels. Oui, je suis la promotrice de l'entreprise Nimaba, qui est la nouvelle initiative malienne de boissons et d'aliments, une entreprise agroalimentaire basée à Sikasso. Donc nous transformons la pomme de cajou, la mangue, le zabon, etc. en jus naturel. Alors, vous êtes basé, je le rappelle, à Sikasso. Oui. Donc, Sikasso, une région. Vous allez nous expliquer si votre segment de marché se trouve à Sikasso, sinon à Bamako. Comment vous faites? Justement, vous allez nous en parler tout au long de cette émission. Professeur Diamoutene, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la structuration de l'économie nationale, qu'est-ce que vous leur diriez par rapport justement à ce secteur de l'agriculture et la transformation des produits agroalimentaires? Ok, merci. L'économie au Mali, elle est fortement agricole. Parce que d'abord, en regardant la composition de la population, vous constaterez qu'entre 70 et 80% de la population malienne est rurale. Et que l'activité principale en milieu rural, c'est l'agriculture. Et en plus, l'élevage. Donc, ce qui veut dire que si la majeure partie s'y trouve, forcément, elle est concernée par cette activité. Ce qui donne une certaine pondération à l'agriculture. Et quand vous regardez un peu la contribution au niveau du produit intérieur brut du PIB, souvent elle est aussi entre 35 40 autour 40%, souvent en moyenne. Vous voyez? Donc déjà, vous voyez que c'est... Mais le problème, c'est que de cette agriculture, de ce secteur, c'est qu'elle est faiblement valorisée. Pour la plupart des produits, ils ne sont pas transformés. Et donc, d'où, actuellement, ces dernières années, quand vous constatez un peu les éléments des politiques, du langage, vous voyez qu'on veut promouvoir l'agro-industrie. Parce que la plupart de nos produits, n'est-ce pas, sont exportés en l'état. Et donc, ce qui fait qu'au niveau, ça affecte négativement le revenu des producteurs. Et même au niveau de l'économie, c'est pour ce qui concerne les recettes fiscales et d'autres. Donc, ça a un faible impact. C'est pourquoi le défi actuellement, c'est cette opportunité, cet atout majeur qui est la disponibilité de production agricole, comment la valoriser. Donc, le défi se situe un peu à ce niveau. Justement, on va voir ce grand temps qui revient sur les enjeux du marché malien des boissons. On va, dans ce grand angle, signer Marietou Diallo, montage Ibrahim Babi. Plusieurs acteurs du secteur s'expriment sur cette question. Le marché malien des boissons non alcoolisées et alcoolisées n'a cessé d'évoluer ces 20 dernières années, si bien qu'aujourd'hui, on en retrouve de tout type. Eau minérale, jus de fruits, soda, lait, bière, vin sont autant de breuvages fabriqués aussi bien en bouteille, en canette qu'en carton. Dans le secteur des boissons sucrées et gazeuses, on assiste à un duopole. C'est un système de duopole, un secteur dans lequel deux entreprises dominent, c'est-à-dire la Bramali, la société des boissons du Mali, et la nouvelle brasserie bamakoise, en ce qui concerne les boissons sucrées et gazeuses. Mais il y a d'autres sociétés de boissons mais qui ne font que de l'eau minérale. Si on prend le cas de la Société des eaux minérales du Mali, la SMM,
et la Société des boissons du Mali, SMB, et ils ne font que l'eau minérale. Mais les deux entreprises en réalité qui sont de la brasserie, c'est la Bramali et la NBB, qui dominent le marché de la boisson sucrée et gazeuse. En dehors du duopole NBB et Bramali, une multitude d'entreprises évoluent dans la fabrication de boissons. Certaines sont dans la production semi-industrielle et d'autres à petite échelle. C'est le cas de Moussa Doumbouya. Ce jeune entrepreneur s'est lancé dans la production de jus locaux depuis 5 ans. Nous faisons essentiellement des boissons 100% naturelles, made in Mali, à base des fruits locaux que nous recueillons localement également, pour les mettre dans des bouteilles en verre de 33 centilitres. Alors nous sommes organisés dans la société coopérative des transformateurs de mangue de Bamako, projet SCOOP, initié par la GIZ, pour mettre en place toute une chaîne de valeur agricole qu'on veut développer au Mali, en mettant en valeur tous les acteurs qui sont dans la production, dans la transformation jusqu'aux consommateurs. Les différentes marques de boissons sont exposées aux consommateurs dans les marchés, les supermarchés, les épiceries et autres lieux commerciaux. Les prix varient selon la marque et le format choisi. Autant dire qu'il y en a pour toutes les bourses. Les mariages, les festivals et autres cérémonies constamment organisées dans le pays boostent également le marché des boissons, car durant ces rencontres, les participants consomment de l'eau minérale, entre autres. Toute l'année, il y a des événements de réjouissance, tels que les mariages, les baptêmes. On sait que ces événements-là correspondent à des périodes de demande pour les produits de ces entreprises. Donc, vraiment, c'est des entreprises qui ont des débouchés, qui ont un marché qui est là, stable, toute l'année. Compte tenu du dynamisme du marché, l'informel s'y est invité. Des milliers de boissons sont importées et vendues sans aucune analyse phytosanitaire, ce qui représente un danger pour les consommateurs. C'est dans ce contexte que le 1er février 2023, les contrôleurs de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence ont saisi une importante quantité de gamme de boissons énergisantes et alcoolisées. Mais selon les spécialistes, plusieurs boissons illégalement mises sur le marché malien échappent régulièrement au service de la DGCC, entraînant ainsi une concurrence déloyale. La concurrence provient essentiellement de l'extérieur, de l'importation des boissons. Parce que ces deux entreprises opèrent sur le marché local, ils paient des taxes à l'État, ils emploient du personnel, mais font face aussi à une concurrence, c'est-à-dire de l'importation, de l'importation des grandes alimentations, des grands commerçants. Donc c'est l'État qui peut voir dans ces niveaux comment mettre un cordon de protection pour ces entreprises. Nous, on apporte des boissons des pays européens, d'autres pays aussi, et on arrive à les vendre à des prix vraiment assez compétitifs. Mais certains produits qui sont là déjà, des boissons qui sont là, fabriquées ici avec des produits locaux, tout ça, des emballages qui sont déjà là, bon, les prix, ils se ressemblent. Alors que des produits ils ont quitté, que nous, on paye à l'étranger, qu'ils ont fait 3 à 4 000 km pour venir au Mali, il y a des frais de transport qui ont été payés, des frais de douane aussi qui sont payés aussi, et on arrive au même prix, donc il y a quelque chose. La filière boisson est confrontée à plusieurs défis, particulièrement pour ceux qui évoluent dans la transformation des jus locaux. Moi, je pense que le Made in Mali, surtout boisson, est confronté à énormément de défis. Ce qu'on vient de citer d'ailleurs par rapport à l'incapacité ou le manque d'infrastructures lourdes, mais aussi on est confronté au problème d'emballage parce que le Mali, il n'y a pas d'usine d'emballage à proprement parlant pour pouvoir en tout cas faire rayonner nos produits dans les grandes surfaces et l'accessibilité. Donc, ajouter à ça également, on a un manque de professionnalisme, comme vous l'avez dit, effectivement, parce que les boissons qu'on fait à la maison, généralement, ne respectent pas les mesures d'hygiène, parce que déjà, l'emballage qu'on utilise, c'est des emballages déjà utilisés, des bidons Diago et consorts, et faits également par des personnes non qualifiées, et des bonnes de maison, etc. Le problème, c'est le problème d'électricité, je pense, c'est ce qui fait peur aussi beaucoup. Sur le coût de l'électricité, nous-mêmes, nous sommes dedans, parce que bon, nous avons une chaîne de froid, donc voilà, on sait ce qu'on donne à l'énergie. Donc, c'est pour vous dire que l'électricité, elle est très chère au Mali. Donc aussi, je pense que ça encourage pas trop aussi à ramener aussi des machines, automatiser tout ça pour pouvoir développer. Sinon, je pense que les machines, c'est pas ce qui manque. En tant que pays à forte vocation islamique,
Il est difficile d'importer des boissons alcoolisées et d'en vendre au Mali, selon ce distributeur. Le Mali, c'est un pays islamiste, donc c'est normal que nous, on a beaucoup de problèmes souvent à cause de l'alcool que nous, on vend. Mais on arrive à débrouiller petit à petit, on ne fait pas trop voyant les choses, c'est toujours discret. D'aucuns soutiennent que le marché des boissons alcoolisées et non alcoolisées représente au Mali plus de 150 milliards de francs CFA et crée près de 3 millions d'emplois directs et indirects, agriculteurs inclus. Pour d'autres, en revanche, ces chiffres sont largement sous-estimés. Mais d'après les données de Statista.com, en 2021, les revenus du marché mondial des boissons non alcoolisées étaient estimés à plus de 1029 milliards de dollars US, soit plus de 620 000 milliards de francs CFA. Après ce reportage, j'ai juste envie de vous poser, madame, messieurs, une question plutôt simple. Quel est votre regard par rapport justement à ce secteur des boissons, madame Guindo? Le secteur des boissons est un secteur déjà qui rapporte beaucoup déjà à l'État. C'est un secteur où nous avons le domaine des boissons comme Bramali et également nous, notre domaine qui est dans la transformation des fruits comme la mangue et les amandes, etc., qui ne sont pas valorisés ou transformés par les grandes sociétés. C'est un secteur qui est peu connu ou peu exploité parce que la matière première est disponible. Malheureusement, nous n'avons pas de grandes industries qui se concentrent exactement sur ça. Et comme M. Diamoutine l'a dit, c'est des pertes. Et pour les producteurs et pour pour le pays. Parce que déjà, nous, les transformateurs agroalimentaires qui sont ici au Mali, il arrive que les producteurs nous rapprochent. Ils ont énormément, et c'est vrai, ils exportent, mais peu importe, il y a toujours une grande quantité qui reste. Et comment ça se fait? Comment on arrive à produire? Il y a des unités un peu partout, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à transformer, à valoriser vraiment à souhait, exactement. Et malgré qu'il y ait des transformateurs, on constate toujours qu'il y a énormément de pertes. Et ça fait vraiment un peu mal au cœur. Parce que comme vous l'avez signalé, nous sommes là il y a à peine 3 ans. Et il y a beaucoup de producteurs qui nous ont approchés, que ce soit les producteurs de pommes de cajou, surtout à Sikasso. Vous savez que la pomme de cajou à Sikasso, il y en a plein. Sikasso est premier dans ce domaine-là au Mali. Voilà. Donc il arrive que les producteurs nous rapprochent. Ils disent, nous vraiment, on a beaucoup de pommes de cajou, on exporte la noix, mais la pomme reste et malheureusement, on ne sait pas quoi en faire. Et malheureusement, les transformateurs aussi ne peuvent pas vraiment transformer comme eux-mêmes ils l'auraient souhaité parce que les moyens sont limités, donc c'est difficile de faire cela. Sinon, c'est un secteur prometteur et je pense que si on s'y met et qu'on essaie vraiment de régulariser ce secteur-là, d'y mettre le paquet, ça pourra vraiment arriver. Monsieur Kaboré, votre regard justement par rapport à ce secteur, je rappelle que vous avez, avant de travailler au Mali, vous avez travaillé ailleurs, notamment au Burkina Faso, comparativement. D'accord. Mon regard sur le secteur, particulièrement des boissons industrielles, c'est que c'est un secteur très dynamique parce qu'on a énormément de marques qui opèrent sur le marché, notamment particulièrement dans le secteur de l'eau minérale où il y a énormément de marques. Et chaque jour, quasiment chaque jour, vous avez des nouvelles marques qui se lancent. Donc c'est un secteur très concurrentiel qui nécessite évidemment pour chaque acteur, chaque opérateur de mettre en place la bonne stratégie pour se distinguer. Ce qui fait que ça a des impacts, on va en revenir certainement là-dessus plus tard, ça a des impacts globalement sur la rentabilité des entreprises qui opèrent dans le secteur. Donc il y a beaucoup de concurrence, que ce soit dans les boissons gazeuses, que ce soit dans l'eau minérale ou même le jus plat, il y a énormément de concurrence. Donc un secteur dynamique pour me résumer. Monsieur Diamoutene, quand on dit un secteur dynamique, comment ça se traduit dans une société comme la nôtre? Une société, comme vous l'avez dit, quand une entreprise parle de dynamisme, ça parle de sa part de marché, la performance financière, etc., en matière de rentabilité. Donc tout ça, ce sont les indicateurs internes au niveau de l'entreprise. Mais du côté de l'économie, il y a d'autres éléments qu'on peut prendre en compte. Il y a d'abord le niveau de l'emploi que ça crée, et également aussi parce que ça contribue à réduire le chômage, il y a sa contribution aux recettes fiscales, aussi il y a d'autres actions de développement, etc. Mais une entreprise qui monte, qui est en vogue, etc., innovante, il y a tous ces différents éléments qu'on prend en compte. Mais maintenant, venons-en, je souhaiterais un peu rebondir sur la question que vous avez posée à ces gens.
Je crois que dans le domaine de la boisson, il faudrait qu'on catégorise à deux niveaux. Et il ne faut pas analyser les deux en même temps. Il y a la boisson, et les boissons qui sont fabriquées par les sociétés comme Bramali, Consort, des entreprises industrielles, etc. Et il faut mettre de côté les transformatrices, les transformateurs de jus. Parce que c'est deux problématiques complètement différentes. Vous savez, eux, au niveau de Bramali, les grandes sociétés comme ça, vous parlez de dynamisme, mais quand on regarde leur impact sur la structuration de l'économie malienne, elle est faible. Ah bon? Oui. Comment elle se traduit? Oui, parce qu'au fait, quand vous regardez un peu d'abord les produits, les intrants, dans le processus de production, souvent beaucoup peuvent être importés. Quand c'est importé, vous voyez déjà. Et maintenant, or, quand ça vient du marché intérieur, ça met en branle d'autres secteurs d'activité au niveau de l'économie. Donc c'est une chaîne, c'est toute une chaîne qui tourne autour. Vous voyez? Mais maintenant, quand ils viennent, c'est-à-dire en matière de création d'emplois, en matière de recettes fiscales et autres choses, vraiment c'est dynamique pour le pays. Mais en matière de structuration, souvent ils ont un faible impact à ce niveau. Par contre, quand on prend le cas des jus comme ça, vous voyez, des jus, il y a le potentiel, qui est la matière première qui est là. Les jus naturels, c'est toujours dans le cadre de la boisson. Les jus naturels sont là et aider. Si le développement de ces unités de transformation se développe, vous voyez déjà, ça entraîne une hausse du prix d'achat aux producteurs de ces différents produits. Et donc, il y a l'emploi qui est créé. Il y a toute une structuration au niveau de l'économie. Donc, comme on appelle récemment, l'analyse chaîne des valeurs. Il y a cette analyse chaîne des valeurs qui part depuis le producteur jusqu'au dernier intervenant au niveau du marché. Mais par contre, à ce niveau, avec ces gens-là, c'est comme si vraiment c'était un corps étranger qui venait s'incruster, avec ses effets positifs, bien sûr. Et je les salue, parce que s'ils n'étaient pas là, les avantages aujourd'hui qu'ils procurent à l'économie, n'est-ce pas, l'économie n'aurait pas profité de ça. Mais le challenge aujourd'hui de notre économie aujourd'hui, c'est beaucoup plus ce secteur nouveau. Ce qui fait aujourd'hui, vous voyez, même quand vous parlez de concurrence, vous voyez que cette concurrence-là, c'est beaucoup plus entre vous, firmes qui venaient d'ailleurs. Mais pas une concurrence, n'est-ce pas, qui émane de ces firmes-là nationales. Pas? Justement, on va parler de la concurrence tout à l'heure, dans quelques minutes. Je vais laisser d'abord M. Kaboré peut-être réagir à ce que vous venez de dire. Une entreprise comme Bramali, j'imagine que les emplois sont beaucoup plus élevés qu'une entreprise de transformation classique. Aujourd'hui, Bramali, en termes de création d'emplois, qu'est-ce que ça donne? Merci. Pour les emplois directs, nous sommes 300 employés. Je ne parle pas des emplois indirects. Je parle des estimations. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que dans la concurrence, on a beaucoup d'acteurs locaux, bien des acteurs maliens. C'est vrai qu'on a certaines marques ou certaines firmes qui appartiennent à des groupes, mais l'essentiel des concurrents sont maliens. C'est des nationaux. Les actionnaires sont des nationaux. Donc c'est pour dire que la concurrence n'est pas forcément d'ailleurs. Justement, monsieur Diamoutene, je vais vous donner la parole, mais juste après cette première infographie qu'on va voir, qui va justement nous permettre de parler du dynamisme donc du marché des boissons au niveau mondial. Plus de 878 milliards de litres de boissons non alcoolisées ont été vendus dans le monde en 2021, d'après les données de statista.com. L'eau minérale reste la boisson la plus consommée au monde. C'est en moyenne 203 milliards de litres d'eau en bouteille qui sont consommés dans le monde, d'après toujours les données de Statista. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais l'eau minérale fait partie des boissons. Monsieur professeur Diamoutene, oui. Ça vous rassure de savoir que l'eau vient en tête au niveau des boissons les plus consommées? D'abord, vous savez, avant qu'on ne nous dise, l'eau est source de vie. Mais en plus, on nous conseille désormais, pour avoir une santé parfaite, il faut encore boire. On incite les gens à boire, donc c'est tout à fait normal. Et je souhaiterais revenir par rapport à ce que M. Kaboré avait dit. Vous savez, ces entreprises, ces concurrents-là, c'est-à-dire un Malien peut être représentant d'une filiale, ou bien le capital, etc. Mais au fait, moi je veux voir un peu l'entreprise dont il est question, quelle est sa structuration, c'est-à-dire les différents produits, les différents intrants qui rentrent dans le processus de production, d'où viennent ces entreprises-là, ces différents produits. Dès lors que ces produits sont pour la plupart importés, et donc ça fait la plus-value est moindre, bien sûr, c'est ce que vous voulez dire. Au-delà de ça, ça expose l'entreprise même aux différents chocs. Comme le coronavirus, bien quand sûr, on a vu les frontières étaient fermées. Le coût avec l'énergie, l'électricité, l'embargo, tout ça, ça expose tout ça.
Et également, c'est pourquoi je dis, moi je ne parle pas de qui est propriétaire, qui est représentant, je ne parle pas de ça, de votre nationalité, peu importe. Si vous, M. Kaboré, quand vous venez au Mali comme ça, mais si vous contribuez à valoriser la production locale de mangue, etc., moi je vous considère comme une entreprise locale, à la différence de l'autre. C'est pourquoi j'ai fait la différence. Je ne suis pas parce que moi, j'ai mené beaucoup d'analyses, beaucoup d'études de terrain sur ces entreprises. Quand vous partez, c'est le même constat partout. Il y a la production, difficulté d'écoulement de la production, faible prix de vente de ça, problème de conservation et les produits pourrissent. Donc il y a tous ces différents éléments. Maintenant, le potentiel existant, il faut vraiment que les unités de production, n'est-ce pas, réelles, vraiment puissent émerger dans le secteur. En parlant justement de potentiel, Madame Guindo, tout à l'heure vous parliez du dynamisme du marché, mais comment est-ce que ça se traduit, par exemple au niveau de votre structure? Bon, déjà, vous savez, le Mali est riche avec ces matières premières-là. Donc, forcément, quand on a des opportunités concernant la transformation de ces produits-là, ça crée une dynamique. Donc, il y a la mangue qui est là. Qu'on fait sortir la mangue, on va au Burkina, au Sénégal, en Mauritanie. Et c'est cette même mangue qui est transformée et qu'on nous revend et qu'on achète. Au lieu d'exporter, pourquoi ne pas faire en sorte qu'on puisse transformer la majorité de ces matières premières-là? Je sais que quand on exporte, bien sûr, ça fait quand même rentrer. Mais une fois que c'est transformé aussi sur le plan national, on crée de la valeur ajoutée, on crée encore plus d'emplois. C'est beaucoup de bouches à nourrir. Mais une fois que ce qui doit être exporté, même nous les petites unités, parfois on n'a pas, il y a certaines mangues auxquelles on n'a pas droit. Parce que c'est des mangues qui sont spécialement destinées à être exportées. Une fois que vous partez aux interprofessions, ou même dans les champs, même dans les plantations, en fait, ils nous font de l'ombre. Parce que ces multinationales viennent pour exporter. Elles choisissent les plus belles mangues, les mangues de bonne qualité. Et nous voulons exactement les mêmes choses. Les plus belles mangues, les mangues de bonne qualité. Mais côté financier, c'est compliqué pour nous. Donc, ils inondent les plantations déjà dès la récolte. Les mangues sortent. Donc, ce qui reste, nous, c'est ce que nous transformons. Et même là, malheureusement, nous ne pouvons pas transformer cela. Parce que, comme je l'ai dit, nos moyens sont limités. La production est là, c'est disponible. Mais est-ce qu'on peut transformer en grande quantité? Malheureusement, non. C'est que, oui. Okay. Justement, on va voir cette donnée qui va nous dire concrètement quels sont les revenus du secteur des boissons non alcoolisées. En 2021, les revenus du marché mondial des boissons non alcoolisées étaient estimés à 1029 milliards de dollars US, soit un peu plus de 600 000 milliards de francs CFA. En 2020, à cause de la COVID-19, les revenus du marché mondial des boissons non alcoolisées étaient de 869 milliards de dollars, soit moins de 160 milliards de dollars par rapport à 2021 à cause justement de la COVID-19. Monsieur Kaboré, je ne vais pas me permettre de vous demander, Bramali en chiffres, qu'est-ce que ça représente, mais de façon concrète, pour nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qui se demandent peut-être qu'est-ce qu'une entreprise comme la vôtre apporte concrètement à l'économie nationale, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'accord. Au niveau des entreprises structurées, vous savez qu'un des avantages pour l'État, quand on travaille avec des entreprises qui sont très structurées comme Bramali, c'est qu'au niveau fiscalité, le recouvrement est beaucoup plus aisé. Parce que ce sont des entreprises... Parce que vous êtes dans la transparence, disons-le. Voilà, dans la transparence. Donc, ce qui fait que, en termes de déclaration, en termes de recouvrement, c'est beaucoup plus aisé. Et d'ailleurs, je ne parle pas que de Bramali, mais un certain nombre d'entreprises structurées aident l'État dans la collection de la TVA, un certain nombre d'éléments qui permet aussi à l'État d'avoir des ressources pour pouvoir financer le développement. Donc c'est quelque chose d'important. En plus de ça, il y a les emplois directs qui sont créés, il y a la structuration, il y a les partenariats avec certaines structures aussi, soit de formation, soit de transformation. Il y a d'autres exemples qui ne sont pas forcément du Mali, pour lesquels, dans la transformation, par exemple, il y a des partenariats où on permet à des unités qui sont de petite taille de se développer afin de soit être fournisseur de l'entreprise, la grande entreprise. Donc, quelque part, pour revenir à l'intervention du professeur Diamontene, pour dire on peut développer des partenariats, des ponts aussi entre les entreprises, les petites unités de transformation et les grosses unités, en mettant en place des partenariats. J'ai vu des exemples dans d'autres pays. Donc, quelque part également, en termes d'impact, ces grandes entreprises comme Bramali soutiennent
quelque part les petites structures de transformation. Tout à l'heure, professeur Diamountene parlait des difficultés, notamment liées à la Covid-19 ou encore à l'embargo. Comment est-ce que vous avez vécu ça? 2022 était une année très difficile. Parce que juste après Covid, qui a impacté les entreprises, on est rentré dans l'embargo pour des raisons que vous connaissez, que je ne vais pas développer. Et l'approvisionnement était devenu très compliqué. Et comme il a dit le professeur Diamountene, on est soumis à des chocs. Parce que certaines matières premières sont achetées à des fournisseurs en local ou en sous-régional, Côte d'Ivoire, Sénégal, avec des acteurs locaux. Mais certaines matières premières viennent de l'extérieur. Parce que simplement, dans le tissu industriel de la sous-région, on n'a pas les produits. Puisque dans tous les cas, en matière d'approvisionnement, plus c'est à côté, généralement, c'est moins cher. Donc les entreprises ont intérêt à commander en local qu'en international. Mais pour des raisons soit de standard de qualité, de disponibilité, on est quelquefois amené à acheter certains produits très loin. Par exemple, si vous prenez des bouteilles, le but d'aller chercher les bouteilles soit au Maroc ou dans d'autres pays. Et ça nous a beaucoup impacté, par exemple, parce que avec l'embargo, il fallait passer soit par la Mauritanie, et c'était très très complexe en termes de chaîne logistique. Très très complexe. Madame Guindo. Voilà. Moi, je voudrais rebondir sur ce que M. Kaboré a dit exactement. Étant une grande entreprise, Bramali, de 2020 à 2022, a été confrontée à des difficultés. Donc, je voudrais juste qu'il se fasse une idée de ce que les unités de transformation ont pu subir. Parce que nous, l'entreprise Nimaba a été créée en 2020. On a commencé la production en mars, en plein Covid-19. Donc, on a été obligé de revoir beaucoup de choses déjà. Dès le départ, c'était difficile de sortir la tête hors de l'eau, parce que c'était compliqué de s'approvisionner. Et après cela, il a parlé d'acheter des bouteilles au Maroc. Vous imaginez, moi, jusqu'à présent, à cause de la fermeture des frontières, j'ai des bouteilles qui sont bloquées dans la sous-région, dans un pays de la sous-région. Donc, c'est juste pour vous dire que peut-être on n'a pas les mêmes impacts sur l'économie nationale, mais les difficultés sont les mêmes. L'approvisionnement de certaines matières premières, les bouteilles, les cartons et autres. Parce que même les sociétés ici qui vendent ou qui viennent avec des bouteilles, ce n'est pas fabriqué ici. Eux, ils ajoutent aussi les transports et tout avant de nous revendre. Le carton, c'est pareil. Pendant la crise ukrainienne a fait qu'on n'avait pas du tout de carton. Pour avoir des cartons ici, c'était compliqué. Donc, imaginez un peu ce que ça nous fait à nous autres. On va parler tout à l'heure de la transformation, des défis. Monsieur Diamountene, je vous donne la parole, mais juste on va préciser que les perspectives sont plutôt très bonnes dans le secteur des boissons non alcoolisées, puisqu'on parle de 1078 milliards de dollars en 2027, d'après toujours les données de Statista. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va voir tout à l'heure les données du secteur des boissons alcoolisées, on va voir que ces données sont moindres par rapport au secteur non alcoolisé, tout simplement parce que le secteur des boissons non alcoolisées, c'est un secteur ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut consommer des boissons non alcoolisées, contrairement aux boissons alcoolisées. Vous voulez dire quelque chose? Oui, et au fait, vous voyez, les défis, vous voyez, les perspectives sont bonnes, mais quand je regarde par rapport à l'économie, le défi ne réside pas dans les boissons fabriqués par les Bramali, mais le défi réside dans la valorisation de la production locale, c'est-à-dire ces jus. Parce que c'est en cela que l'économie malienne peut prospérer, peut être compétitive, n'est-ce pas, même exporter. Parce que ces produits-là, comme je l'ai dit, c'est presque des produits étrangers en notre. Permettez-moi, c'est une manière de parler pour que le commun des mortels puisse un peu comprendre. Vous voyez, moi, ce que je ne comprends pas, au fait, et vous savez, quand vous regardez un peu, vous partez au niveau de la production, vous voyez ces unités de transformation qui sont en train d'émerger, elles sont confrontées à beaucoup de problèmes. D'abord, il y a un problème de conservation des produits, parce que ce sont des produits saisonniers. Souvent, le coût, il est hors de portée. Il y a un problème de marché, mais ces grands groupes pourraient s'investir dans ce domaine. En s'investissant dans ce domaine-là, ça permettrait d'organiser tout le circuit de la production jusqu'à la commercialisation. Parce que vous avez parlé de trucs de qualité. Parce que pour exporter, il y a des standards de qualité qu'il faut. Mais vous avez des ressources humaines, la compétence requise pour tout cela. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'éviter ce secteur. Or, sans ce secteur-là, nos économies seront toujours extraverties, très exposées au choc. Ça, c'est le principal challenge qu'il faut relever. Justement, en parlant de... Vous me tendez la perche, professeur Diamountene, en parlant justement des difficultés que vous rencontrez, monsieur Kaboré et madame Guindo, dans vos secteurs respectifs, quelles sont ces difficultés? Je crois savoir que vous avez la matière première à disposition, mais est-ce que c'est à toutes les saisons? Comment est-ce que ça se passe? Dites-nous un peu.
Non, nos matières premières ne sont pas disponibles toutes les saisons. C'est ça même le plus gros défi parce qu'il faudra transformer en grande quantité, pouvoir les stocker, d'où le problème de conservation, et ensuite satisfaire la demande sur le marché au fur et à mesure. Malheureusement, c'est compliqué. Si la capacité de production est minime, c'est compliqué de transformer en grande quantité. Et une fois, je prends l'exemple sur la pomme de cajou, qui est un produit qui est disponible, je dirais, en grande quantité, même entre fin février jusqu'en avril. Et il faut transformer en grande quantité. Et si vous n'arrivez pas à faire cela, en 3 ans, 4 mois, il y a rupture de stock. Donc vous imaginez, vous avez déjà habitué la clientèle à quelque chose auquel malheureusement ils ne pourront pas avoir accès pendant les 6 ou les 8 mois restants de l'année. Donc c'est ça le plus gros défi. D'où l'industrialisation. Une fois qu'on a des machines, que c'est industrialisé, qu'on peut transformer en grande quantité, je dirais même qu'on peut servir le marché pendant l'année entière et ensuite recommencer la récolte prochaine. Et au niveau de l'emballage, tout à l'heure, vous expliquiez que vous avez des difficultés à trouver l'emballage adéquat. C'est toujours l'importation au niveau de l'emballage? Oui, c'est toujours l'importation, mais comme nous venons maintenant de nous lancer sur les PET, nous avons une usine ici au Mali qui transforme cela. Et même là encore, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est pas comme les autres PET qu'on voit avec les grandes entreprises, vous voyez. Donc, il y a toujours ce problème d'emballage qui est là. Et parfois, est-ce qu'ils peuvent honorer la demande? Parce qu'on parle de création d'entreprises, de création d'emplois. Une fois qu'il y a plusieurs unités de transformation qui ont besoin de cette même matière première, est-ce que l'usine ou l'entreprise sera capable de fournir le marché? Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les grandes industries et multinationales s'approvisionnent à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Monsieur Kaboré, contrairement à Madame Guindo, j'imagine que vous n'êtes pas encore au niveau des difficultés liées à l'emballage, à l'accessibilité de certains produits, mais j'imagine que vous faites beaucoup plus face à la concurrence dite déloyale. Vous faites dans la transformation, dans la fabrication des boissons gazeuses, on retrouve ces mêmes boissons-là qui sont parfois importées. Quoi, Bramali ne peut pas satisfaire la demande locale? Ok. Ce que je vous ai dit en termes de difficultés, c'est vrai qu'on a connu une année 2022 difficile du fait de l'embargo, des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Mais aujourd'hui, ces difficultés sont levées. Comme on l'a dit, nous avons l'expérience et le métier. Aujourd'hui, nous faisons face effectivement à deux types de concurrence. Déjà, une concurrence, j'allais dire, normale, classique, des acteurs comme nous. Et en plus de ça, vous avez d'autres acteurs qui arrivent à faire entrer des produits. Dans quelles conditions, on ne sait pas trop. Mais quand on regarde les prix de vente, vous posez la question sur sa chaîne de valeur, notamment des produits importés. Également, quand vous faites un tour à Dabanani, vous voyez quelquefois des produits, la qualité ou les dates même de limite de consommation sont dépassées. On l'a même dit tout à l'heure dans le reportage, le 1er février 2023, la DGCC a procédé justement à des saisies de certaines boissons. Tout à fait. Donc ça se constate sur le marché. Tout ça, ce sont effectivement des éléments qui impactent en fait notre capacité à vendre et à être rentable. Aujourd'hui également, quelque chose qui est beaucoup plus global pour l'ensemble des acteurs et pour l'ensemble des secteurs, c'est le niveau de l'économie aujourd'hui, où les gens, il y a quelques difficultés, notamment en termes de pouvoir d'achat. Donc ça n'impacte pas que les boissons, mais l'économie de façon générale, parce qu'on a connu des inflations en 2022, notamment, vous avez vu le prix du carburant, quand ça augmente, ça se répercute sur l'ensemble des acteurs, pas que les boissons, les gros industriels, mais sur tout le monde. Et donc le pouvoir d'achat baisse, et quand le pouvoir d'achat baisse, les ménages ont des priorités maintenant. Payer une boisson industrielle c'est pas vital. Voilà, je peux me passer d'une boisson gazeuse, yuzu, vodka, tout ce qu'on veut. Mais je ne peux pas me passer de manger mon riz à midi ou le soir, ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc les choix sont vite faits et ça réduit en fait les marges de manœuvre des personnes, des ménages. Donc ça impacte sur les volumes, sur la demande de façon générale. Voilà. On va suivre ce point de vue de Dr Bonkana Mega qui revient sur les effets néfastes de certaines boissons, notamment les boissons dites énergisantes ou énergétiques. Bon, en général, les boissons, les gens les prennent surtout parce qu'il y a une question de goût et aussi une question de stimulation. Parce que l'être humain, de façon
dans sa constitution, a tendance à aimer tout ce qui est sucré ou tout ce qui a tendance gazeux qui stimule un peu nos sens gustatifs. Donc les gens le prennent, surtout certains le prennent pour ça. Il y a là aussi des types de boissons qui sont aussi des boissons qui sont stimulatifs et excitatifs, qui permettent un regain d'énergie sur une courte période, parce que dans la constitution des boissons, nous avons le sucre et nous avons certaines autres produits, la caféine et d'autres ingrédients et autres qui permettent ces choses, non seulement de stimuler nos sens, mais aussi d'apporter des stimulations et une énergie à court terme et autres. C'est ce qui fait que les gens ont une certaine facilité à le prendre, et surtout ceux qui sont actifs, les jeunes, et ceux qui travaillent au quotidien. Donc ça les booste, entre guillemets, et c'est ce qui les pousse à prendre. Mais malheureusement, à côté de ces côtés positifs-là, il y a également le fait que ça a beaucoup d'impact sur notre santé. Quand on regarde les boissons que nous avons ici chez nous, souvent, quand on regarde le taux de sucre, souvent ce sont des boissons, on a même du mal à évaluer les quantités de sucre qui sont dedans, alors que les recommandations disent de ne pas dépasser au moins 5 grammes de sucre souvent dans la préparation. Mais malheureusement, nous avons des certitudes, des données aujourd'hui qui nous montrent que en fait, souvent ces boissons vont jusqu'au-delà de 20-30 grammes de sucre en fonction de la quantité de la boisson. Et c'est que quand on parle de sucre, ça a un impact direct avec la perturbation de la glycémie, l'hyperglycémie, les autres maladies telles que le diabète et autres maladies cardiovasculaires. On a également la caféine aussi qui a tendance à avoir un impact aussi sur le cerveau ou autre, et aussi le cœur, le fonctionnement du cœur, qui peuvent entraîner toutes ces maladies aussi. Monsieur Kaboré, je reviens vers vous. On a vu tout à l'heure le point de vue. Il y a certaines boissons qui ne répondent pas forcément à toutes les normes requises. Je pense notamment aux boissons énergisantes. Au niveau de Bramali, quels sont les garde-fous que vous avez mis justement pour que vos produits répondent aux normes? Ok, de façon générale, il faut savoir que Bramali est dans un groupe qui a déjà des standards très élevés en matière de qualité. Donc, tous les produits qui sont commercialisés passent sous l'angle de nos exigences qualité. Ensuite, pour parler spécifiquement de boissons énergisantes, en fait, tous les produits sont validés par les autorités en local et par le groupe. Voilà, il y a une double validation en fait. Donc, il n'y a pas de filiale qui se développe des produits de son côté sans que ça soit validé par la qualité groupe et la qualité en local et les autorités locales. Dans chaque pays, ça se marche de la même manière. Donc, à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude sur les produits que nous mettons sur la place du marché. Voilà. Avec on a toutes les autorisations nécessaires avant de lancer les productions. Et la teneur en sucre? La teneur en sucre aujourd'hui, il faut dire qu'au niveau de notre groupe, la vision aujourd'hui, c'est de baisser le niveau du sucre de tous nos produits. Voilà. Les derniers produits que nous avons, les innovations 2022, Yuzu, World Cola, nous avons des baisses de plus de 15%. L'idée, c'est de pouvoir... Sur une base au départ de combien? Je n'ai pas les chiffres en tête. D'accord, bon, j'aurais dû préparer ça. Non. Voilà, mais ce qu'on retient facilement, c'est ça. L'idée, progressivement, c'est de mettre sur la place du marché des boissons qui sont moins sucrées, mais qui gardent un goût authentique. Parce que c'est ça le challenge. Donc, ça permet aux consommateurs de ne pas être perdus parce qu'il a toujours son produit, mais également de consommer des boissons relativement moins sucrées. Le sucre, en soi, n'est pas mauvais, mais c'est le niveau de consommation qui peut créer des problèmes. Donc, on est conscient de cela depuis notre groupe et ça se descend au niveau des filiales. C'est une philosophie qui est déployée depuis, c'est une vision qui est déployée depuis 2 ans, 3 ans au niveau du groupe. Gabdo Guindo, permettez-moi de vous titiller avec cette question. Le plus souvent, le reproche qui est fait aux personnes qui sont dans la transformation, notamment la transformation, j'ai envie de dire artisanale, c'est justement de ne pas tenir compte de certains critères, notamment la teneur en sucre. Voilà, vous, en tant que transformatrice, qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à cette question? Moi, déjà, personnellement, à la base, je suis hypoglycémique. Donc, ça veut dire déjà que je ne consomme pas beaucoup de sucre. Et tout a commencé à partir de là.
le domaine des jus parce que j'en faisais, c'est sur conseil du médecin, il fallait que je consomme. Et même malgré cela, jusqu'à présent, je ne suis pas trop sucre. Donc, ce qui fait que ça joue aussi sur le goût de ce que nous produisons. Nous ne consommons pas beaucoup de sucre et la clientèle le sait aussi. C'est pour cela même que nos jus sont appréciés parce que nous ne mettons pas le paquet sur le sucre. Nous voulons vraiment qu'une fois que la personne achète nos produits, qu'il sache vraiment le goût du naturel, comme il le veut. Donc, le sucre également, à notre niveau, cela n'est pas un problème. Professeur Diamoutene, je sais que vous n'êtes pas spécialiste de ces questions, mais quand on voit que certaines boissons, on prête à certaines boissons toutes les vertus du monde, vous déjà en tant que consommateur, et là je ne pose pas la question à l'économiste, mais en tant que consommateur, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Moi je me méfie, c'est du marketing. C'est du marketing. Moi, en tant que consommateur, quand je vois, je sais que c'est du marketing. Peut-être que je suis victime d'une déformation professionnelle à travers mon parcours, etc. Mais quand on dit ça, vous savez, c'est comme tout à l'heure, quand je vous prends au mot, quand il dit qu'on a décidé de réduire de 15%, ça veut dire qu'avant que ça ne soit réduit, ça a causé du tort. Vous comprenez? Donc, la connaissance évoluant, les gens, chaque fois, essaient de s'adapter. Mais je souhaiterais un peu rebondir, si vous me permettez, par rapport à une question que vous l'avez posée tout à l'heure. Quelle est leur capacité à respecter les normes prescrites dans le cadre de leur production? Mais d'abord, il faut se demander qui sont les transformateurs, les transformatrices en question. Mais en général, ce sont des tout venants, permettez-moi du terme. J'ai terminé, souvent, je n'ai pas eu un emploi. Bon, il y a une opportunité, je la saisis. Bon, ce n'est pas le cas de Madame Gabdo, je rassure. Je rappelle que vous êtes diplômé, vous travaillez dans une structure. Bien sûr, donc ce sont des gens qui ont besoin d'encadrement. D'encadrement de la part des autorités de la place. Et en général, le coût de démarrage, souvent, de certains équipements, c'est très élevé. C'est pourquoi, moi, je fais un clin d'œil encore vers les grands groupes. Ce sont les grands groupes qui peuvent facilement, en intervenant dans ce domaine, peuvent contrôler tout le processus, tout le cycle. Depuis la production, au niveau même des consignes, l'encadrement des producteurs par rapport à certaines normes de qualité, l'organisation de la vente, pour que vous puissiez avoir des produits de qualité que vous... Mais comment vous pouvez comprendre qu'au Mali, regardez le Burkina voisin à côté, les mangues du Mali vont au Burkina pour être transformés et réexportés sur le Burkina. Il y a certains produits du Burkina, du Sénégal aussi qui viennent au Mali pour être transformés. Non, attention. Il n'y a pas le sens inverse. Non, attention. Lorsque le secteur est bien organisé, les échanges sont autorisés, il n'y a pas de problème. Mais lorsque, par manque d'encadrement, un certain nombre de choses, les gens n'arrivent pas, ils vendent moins cher. Il y a l'opportunité, le marché est là, le potentiel est là, mais ils n'arrivent pas à saisir ce marché potentiel parce qu'ils ne sont pas bien organisés et ils ne sont pas bien accompagnés. Maintenant, le gap pourrait être compensé par l'intervention ou bien l'appui de ces grands groupes mieux organisés. Comment ces groupes-là peuvent justement intervenir pour réguler le secteur? Bien sûr, là, ça devient simple. Maintenant, quand je prends Bramali décide, si Bramali décide de s'investir dans la production de jus tout de suite là. Déjà, ils ont les ressources humaines, la compétence, etc. Tout, donc, et ça où se trouvent les producteurs. Les producteurs sont dans des zones qui sont bien connues. Et donc, quelles sont les exigences en matière de qualité? Et donc, ils peuvent même les mesurer. On peut leur produire des conseils, etc., le suivi, même le coulement. Parce que le principal problème auquel ces producteurs sont confrontés, c'est quoi? Ils disent quoi? Et quand on produit, du coup, les produits périssent. N'est-ce pas? Donc, ils sont obligés de vendre à la va-vite. Donc, vente à perte, capacité de stockage zéro à leur niveau. Eux, ces grands groupes peuvent mettre en place tous ces moyens et contrôler tout le processus. Il est facile pour ces grands groupes-là, n'est-ce pas, à défaut d'une implication forte des autorités, il est facile pour ces grands groupes d'essayer de contrôler. C'est ce que je voudrais dire et c'est ce qui est très important. Parce que malgré tout ce débat qu'on va faire, regardons notre économie. Il en va de même pour le Burkina, toutes nos économies. Tant que les productions locales ne sont pas valorisées et que les acteurs ne sont pas accompagnés pour une certaine valorisation, il est difficile. Et ils ne pourront pas faire face à la concurrence. Parce qu'ils sont moins outillés. Ils ne disposent pas de toutes les compétences requises pour faire face à cette concurrence. Justement, on va voir cette autre donnée qui va nous amener cette fois-ci à parler des boissons alcoolisées. En parlant de boissons alcoolisées consommées dans le monde en 2021, on parle de 283 milliards de litres, soit l'équivalent de l'eau qu'on a vu tout à l'heure. Les revenus s'élèvent à 381 milliards de dollars en 2021. C'est quoi? C'est à peu près un tiers de ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux boissons non alcoolisées. Monsieur Kaboré, on consomme, ça vous rassure de savoir qu'on consomme beaucoup plus de boissons non alcoolisées qu'alcoolisées? En fait, au niveau de la consommation des produits alcoolisés, c'est un peu comme le sucre. La consommation en soi n'est pas une catastrophe. Maintenant, c'est le niveau de consommation qui pose problème. L'excès? L'excès.
Professeur Diamoutene, quand on compare justement les chiffres des boissons non alcoolisées en 2021 aux chiffres des boissons alcoolisées la même année, on se rend compte de la différence. On consomme beaucoup plus de boissons non alcoolisées dans le monde, en tout cas d'après les chiffres de 2021. C'est aussi à cause de la limitation d'âge. Je rappelle que dans la plupart des pays, il faut avoir un certain âge, au minimum 18 ans pour en consommer. Oh, bon, et si légalement il faut avoir 18 ans, mais dans les faits, est-ce que les gens ont 18 ans pour consommer ça? Dans certains pays, c'est plutôt respecté. Vous savez, on sait comment l'économie fonctionne. Hein. C'est-à-dire, il y a ce que les gens disent, mais il y a l'économie souterraine, etc. On sait. Or, dans les statistiques en général, on ne tient pas compte seulement du formel. Parce que eux, comme ça, il y a le marché formel, mais quand ils vous donnent des statistiques sur leur vente, ils donnent ce qui sort réellement. Maintenant, ça c'est autre chose. Mais venons-en, et maintenant, non alcoolisé, c'est que tout le monde consomme, c'est l'eau, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais aussi, je crois que même dans ces comparaisons, il faut essayer de voir un peu quelle est la proportion de la population qui consomme et comparée aux revenus. Parce que vous allez voir qu'il y a une marge très importante sur ces boissons non alcoolisées, parce que c'est comme des produits de luxe. Donc ça, il faut intégrer ces différentes dimensions-là. Voilà. Madame Kassogué, je me permets une fois de plus, et là c'est vraiment une boutade, mais est-ce que vous comptez vous lancer dans ce secteur? Pas pour le moment. D'accord, réponse plutôt courte. Mais justement, quel est votre regard par rapport à ce secteur des boissons non alcoolisées au Mali? Les boissons non alcoolisées, tant que nous, on produit les boissons non alcoolisées et que c'est ce qui est consommé, nous, ça nous va. Et déjà, en termes de boissons alcoolisées, s'il y a de moins en moins de consommation, c'est bien parce que nous savons tous déjà ce que ça provoque sur la santé des consommateurs. Donc, s'il y a moins de consommation en boissons non alcoolisées, donc nous, ça nous va. Justement, regardons cette autre donnée qui nous amène à parler du volume de bière vendu en Afrique entre 2015 et 2020. Ce volume a enregistré une croissance de 5% entre 2015 et 2020 d'après la Deutsche Bank. L'enquête de la Deutsche Bank montre qu'en Afrique, de plus en plus de personnes consomment de la bière. D'après les données de la Deutsche Bank toujours, l'Afrique représente 37% du volume mondial de bière. Le reste du monde représente le reste du monde représente seulement 63%, le reste du monde. L'Afrique à elle seule est à 37%. En 2025, le continent comptera, d'après les données de la Deutsche Bank, 42% de la croissance du bénéfice des entreprises. Monsieur Diamoutene, le Mali est un pays musulman, on le sait, mais cela n'empêche pas de commercialiser. Il y a ceux qui ne sont pas musulmans ou même ceux qui sont musulmans qui certainement veulent consommer. C'est aussi ça l'économie, c'est pouvoir brasser, j'ai envie de dire, pour reprendre une expression bien connue du secteur. Vous savez, quand nous on veut être à l'aise en tant qu'économiste en parlant, on n'aime pas parler de religion parce que la religion ça met des barrières. Et donc du coup, moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui crée de l'emploi. Qu'est-ce qui crée de l'emploi? Vous savez, quand on rentre on met les questions de religion là-dedans, il y a certaines opportunités qu'on ne saisit pas. Retournons en arrière. Et en arrière, chez nous, avant qu'on parle de ces bières-là, il y avait les boissons traditionnelles. Qui sont toujours là, qui sont toujours là. Mais au fait, les bières, qu'est-ce que c'est qu'une bière? La bière, c'est la boisson traditionnelle de quelqu'un dans un autre pays qui a été valorisé par le pays. Aujourd'hui, qui conquiert le monde. Et nous, par naïveté, nous avions des savoir-faire que nous avons décriés, dénigrés, et donc on jette à la poubelle et on consomme l'autre. Au fait, ici, dans nos économies, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire les gens se disent musulmans, mais ils boivent. Tant que ça permet de créer l'emploi, etc., nous on dit tant mieux, nous on avance. Mais par rapport à la boisson, la question que vous avez posée tout à l'heure, je crois que la grande consommation dans le cadre d'un problème de santé publique, pose un problème de santé publique. Et je ne suis pas forcément d'avis que ce soit trop lié à la question de la pauvreté. Parce que cette question de la pauvreté, quand vous rentrez à l'intérieur, il y a beaucoup de débats conceptuels à l'intérieur. Parce que quand je me réfère à certains pays d'Asie, ce n'est pas évident. Quand vous regardez souvent les documentaires, vous regardez leur comportement, ce n'est pas évident qu'ils aient un meilleur comportement. Même, je dis, c'est nos autorités, puisque c'est un problème de santé publique, ce sont les autorités qui devaient prendre des mesures qui ne permettent pas à ce que toute personne qui encadre un peu la consommation, etc. Comment vous pouvez comprendre que l'Afrique aujourd'hui, si je me réfère un peu, une population estimée autour de 20%, n'est-ce pas, autour de peut-être 20% de la population mondiale, si mes richesses sont bonnes, hein,
et que nous consommons jusqu'à 37%. Mais ça veut dire quoi? Ces produits ne sont pas, pour la plupart que nous consommons, ne proviennent pas d'ici, ils viennent d'ailleurs. Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris grand chose. Tout cela pose encore le problème de restructuration, de compréhension, de dynamisation de notre économie. Justement, nous poursuivons le débat dans une poignée de secondes. Nous allons notamment revenir sur le fait que ces entreprises doivent être boostées ou peuvent être boostées, mais surtout avec cette question, comment ces entreprises peuvent booster leur production et donc l'économie. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de suivre ce Entreprendre spécial tourné au Parc national en marge de la deuxième édition du Festival des boissons Minifin. D'ailleurs, nous allons parler de ce festival et de ses retombées dans quelques instants avec l'une des responsables de l'organisation. Mais avant, messieurs, madame, merci d'être restés sur le plateau pour continuer notre débat. Nous allons voir cette infographie. En 2021, l'Afrique était la 4e zone de production de bière derrière l'Amérique, l'Asie et l'Europe. Le continent a produit 141 millions d'hectolitres de bière et a enregistré une hausse de 7%. Les 5 principaux fournisseurs de bière dans le continent sont l'Afrique du Sud qui a enregistré une hausse de 19% de sa production en 2021, suivi du Nigeria à 2%. L'Angola se classe 3e avec une hausse de 17% et l'Éthiopie se classe 4e avec une baisse de sa production de moins 15% en 2021 et le Cameroun occupe la 5e place de production de bière avec une hausse de 10% de sa production en 2021. Monsieur Kaboré, l'Afrique du Sud reste leader en matière de production de bière. Oui, je pense que c'est un pays qui a une tradition de consommation de bière et qui a plusieurs acteurs également, de gros acteurs dans la production et la commercialisation de bière. Et quand on regarde aussi le niveau de revenus, bon, voilà, tous ces éléments réunis avec la tradition, on reste leader dans la production de la bière. Professeur Diamoutene, l'Afrique reste leader, même certains pays de l'Afrique du Sud reste leader en matière de production de bière. Comment l'expliquer? Est-ce que c'est la culture, ce mélange d'Africains subsahariens et d'Occidentaux au niveau du pays? Je crois qu'il y a l'élément culturel qui joue beaucoup là-dedans. Il y a l'élément culturel qui est un facteur important. Et en plus, quand on essaie de conjuguer cela avec la population, quand vous prenez le Nigeria comme ça, la taille de la population, plus le facteur culturel, ça devient important. C'est comme si nous ne partons même pas au niveau de l'Afrique centrale et aux autres pays. Quand on a l'Afrique de l'Ouest, quand on parle du Burkina, qui a une culture beaucoup plus dans le domaine de la bière. Donc vous voyez, il y a l'élément culturel qui joue beaucoup de plus. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a certains facteurs exogènes aujourd'hui qui constituent, n'est-ce pas, un frein pour booster ces éléments-là. On ne va pas rentrer là-dedans, ce sont des considérations religieuses, qui demandent les gens un savoir-faire ancien qu'ils doivent avoir. Vous savez, ce qui me fait rire souvent en Afrique, on veut être champion dans le domaine de quelqu'un d'autre. Or, chaque pays doit exceller dans son domaine. On innove dans son domaine. Mais nous, on vient, on dit c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, et on voudrait exceller dans le domaine. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour aujourd'hui, quand je prends ces pays-là, ces pays peuvent aujourd'hui, n'est-ce pas, avoir des revenus à l'exportation très importants au niveau de ces produits, structurer de leur économie autour de ces produits-là. Mais dès lors que d'autres conceptions nouvelles vont venir s'intégrer, vous allez voir, c'est l'économie qui va s'effondrer. Maintenant, on va s'asseoir pour réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est l'imitation. Dès lors quand on rentre dans l'imitation, à bas l'innovation. Madame Gabdo Guindo, vous êtes donc basée à Sikasso, vous produisez, vous l'avez dit, des jus de mangue, de cajou, de zaban, etc. Est-ce que déjà au niveau de Sikasso, votre production est assez connue? Vous m'expliquiez que certains viennent acheter votre produit à Bamako et l'emportent à Sikasso? À Sikasso, ils ont la matière première. Donc, une fois que nous essayons de transformer ces matières premières-là de façon un peu plus moderne, il y a des coûts qui entrent en jeu. Et une fois que ces coûts entrent en jeu, il y a un certain prix auquel il faut vendre pour pouvoir s'en sortir. Donc, nous avons nos bouteilles de jus qu'on vend à 500 francs.
Donc, il y a une certaine mentalité qui fait qu'ils vous disent qu'ils peuvent avoir la matière première à 100 francs. Donc, eux, mais ils préfèrent aller acheter et consommer sur place. Mais ce que je leur réponds généralement, c'est que oui, aujourd'hui, tu peux faire. Mais est-ce que dans 3 mois, dans 6 mois, tu auras toujours cette matière première? Non. Est-ce que tu sais ce qui rentre en jeu pour que nous puissions conditionner de cette manière-là et venir vous revendre? Donc, il y a une mentalité qui fait que pour le moment, je dirais que dernièrement, ça vient. Si un Sikasois vient acheter le produit à Bamako et repart avec un Sikasso, ça veut dire que voilà, il y a d'une part un changement de mentalité. Donc, ça vient petit à petit. Sinon, c'est ici vraiment qu'on vendait le plus. C'est le marché principal de notre entreprise, c'est à Bamako. Mais nous sommes en train de revenir aux sources petit à petit et faire connaître le produit davantage au Sikassois, nous imposer sur le marché Sikassois, qui est déjà le niveau local. Ensuite, puisque nous parlons de boissons, je vous invite à suivre ce cas d'école consacré au premier festival dédié au secteur. Suivons ce cas d'école et on retrouve l'une des responsables de l'organisation. À tout à l'heure. C'est du 12 au 15 mai 2022 que pour la première fois un festival consacré au secteur des boissons a été lancé au Mali. Dans une ambiance festive et conviviale, des milliers de festivaliers ont dégusté des boissons de différents genres au parc national aménagé pour la circonstance. Organisé par des structures de communication, Icon 360 et Impact Media Conseil, en partenariat avec Parc National, Minifin vise entre autres à promouvoir l'industrie des boissons. L'objectif phare de cette édition inaugurale est de réunir les Maliens autour d'un événement unique et de faire découvrir ce côté populaire et rassembleur de la boisson. Le second objectif est d'aider à la promotion de l'industrie de la boisson, qui ne cesse de croître au Mali, en permettant aux exposants de renforcer leur notoriété. Parmi les objectifs du festival des boissons Minifin, il s'agit de soutenir et développer le potentiel industriel du Mali et de créer des produits compétitifs pour les promouvoir tant à l'intérieur du pays que sur les marchés étrangers. Du marché des terroirs en passant par le village des enfants, sans omettre les soirées humoristiques et les concerts, les Bamakois ont vibré au rythme du festival des boissons durant 3 jours. À en croire les initiateurs, le succès de la première édition entraîne de nouvelles éditions, d'où celle de 2023. Pour nous expliquer en détail les contours de ce festival Minifin dédié aux boissons, j'ai le plaisir de recevoir Madame Alimatou Sissi Diassana. Bonsoir Madame Diassana et bienvenue. Vous faites partie du comité d'organisation du festival Minifin, donc un festival dédié aux boissons. Vous êtes responsable commercial à Icon 360 qui co-organise le festival. Déjà, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi Icon 360 pour ceux qui ne le savent pas? Alors, Icon 360, c'est un groupe, une agence de communication. Tout d'abord, il y a Icon Media, qui est une régie de panneaux publicitaires. Et nous avons près de 200 panneaux dans tout Bamako et environ, qui est Icon Media. Et nous sommes aussi dans des productions d'émissions télé. Et l'année dernière, on a débuté dans l'événementiel, d'où la naissance du Festival des boissons. Alors, pourquoi justement un festival dédié aux boissons? Alors déjà parce que nous avons constaté que l'industrie de la boisson est très grandissante au Mali. Elle ne cesse de s'accroître d'année en année. Et c'est un réel potentiel marché. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser un événement spécialement pour la boisson. Alors, donc, la première édition a eu lieu du 12 au 15 mai 2022. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier coup d'essai? Alors, ce qu'on peut déjà retenir pour l'édition 1, c'est que ça a déjà été une édition réussite, d'où l'organisation de l'édition 2. Donc, c'était une édition vraiment riche en termes de participants ou encore exposants et aussi en termes de festivaliers.
L'année dernière, nous avons eu 80 participants qui étaient venus exposer leurs produits et plus de 15 000 participants. Donc on peut conclure que ce fut une édition très réussie. Madame Gabdo Guindo, elle a parlé de 80 exposants. Je sais que vous étiez parmi donc ces exposants. Qu'est-ce qu'un festival comme Minifin a pu vous apporter, vous qui êtes dans la valorisation, la transformation des produits locaux en jus? Donc, ce que Minifin nous a apporté l'an passé, c'est que nous avons quand même mis de nouveaux clients. Surtout les situations qui sont passées ici, ils ont vraiment apprécié, ils étaient contents. Donc, et effectivement, après le festival aussi, nous avons eu des commandes, donc nous avons agrandi notre carnet clientèle. Mais bon, ce que je déplore un peu, c'est que la communication au niveau des transformateurs est un peu minime par rapport aux autres. Nous sommes un peu, je dirais, cachés. Donc, si le festival pouvait mettre un peu plus d'accent sur les transformateurs au niveau national, ça nous ferait plaisir. Parce que même là, on nous a noyés, hein, carrément. Les gens de Bramali et Dino nous donnaient la dégustation de leurs boissons ici. Alors, justement, vous me tendez une perche, Monsieur Kaboré. La première édition, Bramali y a participé en tant que sponsor. La deuxième édition, Bramali y est toujours, en qualité de sponsor toujours. Qu'est-ce qu'une structure comme la vôtre gagne à faire partie, à participer à un tel événement? Le nom même du festival, c'est le Festival des boissons. Voilà. En tant que Bramali, en tant que référent des boissons, c'est normal que nous, voilà, c'est une évidence que nous soyons là. Donc, à partir de notre première participation, nous avons souhaité continuer le partenariat avec les organisateurs en tant que sponsor. Donc, comme je disais, personnellement, je n'étais pas là pour la première édition, mais j'ai eu les échos, j'ai vu les vidéos. Donc, nous poursuivons le partenariat pour la deuxième édition. Évidemment, une structure comme Bramali, c'est important parce que ça nous permet de mettre en avant nos innovations. Les innovations, c'est quoi? En général, c'est les produits lancés récemment. Donc, l'année passée, on a pu exposer essentiellement sur World Cola Yuzu, qui étaient les innovations majeures de 2022. Cette année, c'est surtout sur Gino Cocktail, qui est l'innovation 2023. Donc, voilà. Ceux qui vont passer dans les stands auront l'occasion, évidemment, de déguster, comme disait madame. Professeur Diamoutene, économiquement, un tel festival, qu'est-ce que ça apporte? Quand on réunit autant d'acteurs du secteur des boissons, qu'est-ce que ça traduit économiquement? Oui, d'abord, c'est un espace. Vous voyez, tout à l'heure, quand je mets en face les deux propositions, le groupe a saisi une opportunité parce que les boissons sont en train d'émerger. Et aussi, on saisit cette tribune pour communiquer. Donc déjà une image de marque. Maintenant, quand l'ensemble des acteurs se retrouvent, il y a une interrelation. C'est le partenariat, c'est de nouveaux partenariats gagnants pour l'ensemble. Parce que vous vous améliorez au contact de l'autre. Mais ce que je suggérerais et ce que je vois comme faiblesse là-dedans, pas sur le plan organisationnel, c'est tout à l'endroit de ces gens, parce que c'est au plus offrant. Parce que Bramali étant sponsor, d'autres sponsors, ceux-là, les petits produits n'ayant pas assez de moyens, forcément seront engloutis dans le système. Donc c'est une suggestion pour que vous puissiez voir comme si vraiment c'est une contribution, leur offrir une petite tribune qui permette aussi d'exposer voilà, leurs besoins. Alors Madame Diassana, nous sommes à la deuxième édition qui, je le rappelle, s'est tenue du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2023. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette deuxième édition? Quel bilan peut-on faire? Alors le bilan que nous pouvons faire de cette deuxième édition est qu'elle est également une réussite parce que lors de cette deuxième édition, nous avons eu pas mal de participants. Et nous avons eu plus de participants que l'année dernière. Nous en sommes à 86, ce qui déjà n'est pas mal, et plus de festivaliers. Et aussi en termes de relationnel ou en tant que événement qui offre pas mal d'opportunités, les festivaliers nous feront comprendre qu'ils en sont satisfaits. Parce qu'il y a même des festivaliers qui viennent pour pouvoir tisser d'éventuels partenariats avec les exposants qui sont là. Par exemple, on a eu à voir des boutiquiers, des grossistes qui sont venus pour essayer d'approcher ces sociétés-là pour avoir plus de facilité à distribuer les produits de ces structures-là. Donc nous pouvons conclure que c'est également une réussite. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Un rapide tour de table avant de nous quitter. Je vais commencer par vous, professeur Diamoutene. Au regard au sortir de cette émission, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne par rapport à ce secteur des boissons?
On retient que ce secteur de boissons est un créneau porteur en toute franchise pour l'économie malienne. D'abord, par ces grands groupes-là, leur contribution aux recettes fiscales, à la création d'emplois, mais il y a un créneau potentiel qu'il faut exploiter. Ça, c'est une invite à l'endroit des autorités, c'est beaucoup plus la valorisation de la production locale, des boissons locales. Tant qu'on ne fera pas ça, il sera difficile pour l'économie malienne, n'est-ce pas, d'amoindrir un peu sa versalité vis-à-vis de l'économie, de l'extérieur, les différentes choses. Pour passer déjà l'étape d'arriver à l'étape de semi-industriel, comme je l'ai dit, il faut des coûts. Il faut que les coûts soient engagés, il faut qu'il y ait de plus en plus d'équipements. Et malheureusement, pour le moment, on n'est pas encore à ce stade-là. Parce que l'accès au financement est difficile. Comment acheminer les machines, les équipements au niveau national, c'est également un problème. Donc nous, en tout cas à notre niveau, nous essayons d'impacter. Peut-être que ce sera perçu comme une goutte d'eau dans l'océan, mais nous faisons également notre bout de chemin. Nous avons aussi de l'impact, nous créons des emplois. Donc il faudra que chacun continue à être ambassadeur de la transformation agroalimentaire au niveau national. Là, il ne suffit pas seulement d'exporter. On exporte, mais malgré cela, ça reste. Ce qui reste, si ce n'est pas transformé, les producteurs ne gagnent pas. C'est l'État qui perd. Donc, il faut que malgré l'exportation, qu'on investisse dans la transformation au niveau local pour que nous puissions également créer de plus en plus d'emplois, créer de plus en plus de valeur ajoutée. Et ce sera bien pour le développement économique du pays. Monsieur Amadou Kaboré, directeur commercial de Bramali, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne au sortir de cette émission en termes de perspective? D'accord, donc pour Bramali, c'est juste une fois de plus insister sur le fait que Bramali, ce sont des produits de qualité et en perspective, ça va être toujours des produits de qualité parce que nous investissons sur les dernières technologies pour que le consommateur malien, lorsqu'il consomme un de nos produits, il soit rassuré que le produit est de bonne qualité, de bonne facture et qui répond aux normes même internationales parce que nous appartenons à un groupe international qui a des exigences élevées. Madame Diassana, il va falloir s'attendre certainement à une 3e édition de Minifin. Très bientôt, une 3e édition. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que pour le Festival des boissons, nous n'avons pas du tout mis à l'écart les producteurs locaux ou les transformateurs de produits locaux. C'est de cela même qu'est né le marché des terroirs, qui est l'un des concepts que nous avons ici. C'est un grand pavillon qui regroupe toutes les personnes qui sont dans la transformation de produits locaux en jus naturel. Parce que lorsque nous avions décidé d'organiser cet événement, nous avons fait des approches par rapport à ces personnes qui nous ont dit que bon, pour la participation c'est un peu compliqué et même budgétairement. C'est la raison pour laquelle nous avons mis ce pavillon en place, voilà, et qui n'avait pas un coût très élevé d'ailleurs pour pouvoir mettre en avant ces personnes-là. Mais quand même, il est évident aussi que par rapport à l'emplacement dans le secteur de la boisson, certaines sociétés sont plus grandes que d'autres. Mais nous allons faire notre possible pour que ces sociétés-là aussi puissent se mettre encore plus en avant. Et notre événement, ce n'est pas seulement un événement festif qui invite juste des distributeurs ou des producteurs de boissons. Nous pensons aussi à l'environnement, d'où l'un des concepts que nous avons eu lors de la 2e édition qui s'appelle Ma Conso Responsable. C'est un espace que nous avons mis en place pour sensibiliser les festivaliers et les participants à prendre soin de l'environnement. Parce que lorsqu'on parle de boissons, on parle forcément d'emballage, de contenants et toutes ces choses qu'on jette dans l'environnement polluent l'environnement. Et surtout que nous sommes au parc, donc c'est juste un petit accent que je voulais mettre sur ce côté-là aussi parce qu'il faut que tous ceux qui sont dans l'industrie de la boisson fassent attention à ce qu'on protège notre environnement. Merci. Boisson, un secteur qui rapporte, c'était le thème de ce entreprendre spécial tourné au Parc national en marge de la 2e édition du Festival des boissons Minifin. Merci très chers invités d'être venus nous édifier sur votre secteur. À très bientôt sur TM1.